consacrer ce dernier chapitre du cours à l'inégalité de Young. L'inégalité de Young, c'est ce qui permet de prolonger la convolution à d'autres espaces que LP et LP'. Alors, avant de démontrer l'inégalité de Young, on va se poser la question suivante. Peut-on avoir f convolé avec g, r, petit plus constante, fp, gq. Et pour ce faire, nous allons utiliser une seule fonction, f égale g égale gamma lambda de x, qui va être e puissance moins pi x sur lambda au carré. Et pourquoi est-ce qu'on prend cette fonction? Parce qu'elle a le bon goût d'être dans la classe de Schwartz, donc on n'a aucun mal à définir la convolution. La deuxième chose, à quoi va nous servir ce paramètre? Un gamma lambda dans P, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale de e puissance moins le pi sert à rien ici, on va enlever x sur lambda carré dx à la puissance p, donc moins p x sur lambda carré à la puissance 1 sur p. Et la chose naturelle à faire, c'est de poser y égale x sur lambda. À ce moment-là, x c'est lambda y, et dx, puisqu'on est dans Rd, c'est lambda à la puissance d, y, et donc ce qu'on va avoir, c'est e puissance moins p y carré dy à la puissance 1 sur p, et ce qui compte surtout, c'est que c'est lambda à la puissance d sur p gamma p. Et évidemment, pour la même raison, la norme de g dans LQ va être lambda puissance d sur q gamma. Ensuite, on va regarder ce que f convolé avec g. Alors, les choses que je voulais dire, ça évidemment c'est différent de 0, puisque c'est l'intégrale d'une fonction positive. Donc on passe à f convolé avec g de x, qui est l'intégrale sur Rd de e puissance moins t sur lambda carré, e puissance moins x moins t sur lambda carré dt. Et à nouveau, on va appeler ça S. Et donc, ça, S c'est T sur lambda, donc T c'est lambda S, et en faisant le changement de variable, on va donc voir apparaître un jacobien qui est lambda à la puissance RD, E puissance moins S carré, E puissance moins X sur lambda moins S, carré, ds. Et donc ça c'est lambda à la puissance d, gamma 1 convolé avec elle-même, et pas prise en x, prise en x sur lambda. Et la conclusion, c'est que f convolé avec g dans LR, ça va être lambda à la puissance d, celui-là, et on va avoir un d sur r qui vient d'ici, gamma 1 dans LR par le même calcul que ici. Et donc, ce qu'on va dire, ce qu'on va voir, c'est que si pour tout f dans LP, g dans LQ, on a f convolé avec
G dans LR plus petite qu'une constante qui dépend que de P, Q et R, norme de F dans P, norme de G dans Q. Alors, en particulier, pour F égale gamma lambda, G égale gamma lambda, et lambda positif, on va avoir ici lambda à la puissance d 1 plus 1 sur R, le plus petit nombre de gamma 1 convolé avec R est plus petit que C et que R lambda à la puissance d 1 sur P plus 1 sur Q gamma 1 dans D gamma 1 dans Q. Ça, c'est différent de 0, ça, c'est différent de 0. Et maintenant, ça doit être vrai pour tout lambda positif. Bon, ben, ceci n'est possible que si ça, c'est égal à 0, mais ça, c'est évidemment faux, puisqu'à côté, on a 0. Et donc, soit on a 0 égale 0, soit le fait qu'on a pour tout lambda positif, on est ceci par croissance comparée de puissance. Si vous faites alors, je vais faire un peu ça. Ce sont des puissances, ça c'est une puissance plus grande que 1. Voilà. Ça c'est une puissance positive. Qu'est-ce qui se passe ? Si 1 sur P plus 1 sur Q est plus grand que 1 plus 1 sur R, ben vous auriez cette courbe-là qui serait comme ça. Et évidemment, on a une contradiction quand lambda tend vers 0. Donc, quand lambda tend vers 0, on en déduit que 1 sur P plus 1 sur Q est plus petit que 1 sur 1 plus 1 sur R, alors que si on avait l'inverse, par exemple, si on avait carrément plus petit que 1, on aurait une contradiction en allant vers l'infini, puisqu'à ce moment-là, ceci va finir par être plus grand que ceci. On va atteindre l'infini, donc 1 sur P plus 1 sur Q plus grand que 1 plus 1 sur Q. Conclusion, pour avoir cette inégalité-là, il nous faut 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1 plus 1 sur R. Alors, précisément, cette inégalité-là, il se trouve qu'elle est vraie. Alors, que nous dit l'inégalité de Young? Elle nous dit qu'on a circuit F, G dans la classe de Schwarz de RD. On va avoir F convolé avec G, donc avec R, le plus petit. Alors, il se trouve que la constante, on peut mettre 1, en fait, on peut même mettre plus petit que 1. La meilleure constante est ce qu'on obtient quand on a les Gaussiennes. Et ça, c'est un peu plus compliqué, pas significativement plus compliqué. Donc, on a cette inégalité-là, si et seulement si 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 plus 1 sur R. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas, alors, si P et Q ne sont aucun des deux doigts plus l'infini, ben on peut appliquer le principe de continuité, de prolongement de Bernard, et nous dire que F, G, F convolé G se prolonge en une application
linéaire, bon, symétrique. J'entends par là que F convolé à G, c'est G convolé à F. De LP croix LQ. Alors avant de démontrer ça, la remarque, c'est que S de RD est dense dans LP et dans LQ si PQ n'est pas l'infini. Donc ça, c'est bien le principe de prolongement de Lamarck. Et la symétrie, elle est vraie sur S. Donc ça, c'est une égalité entre deux applications bilinéaires continues sur une partie dense qui est S de RD, croix S de RD, donc elle se prolonge. La deuxième remarque, c'est qu'on a déjà démontré ça dans un certain nombre de cas. Alors le premier cas, c'est R égale plus l'infini, c'est simplement 1 sur P plus 1 sur Q égale 1. Donc c'est la convolution entre un espace et son dual. Le deuxième cas, c'est R égale 1. Qu'est-ce que le cas R égale 1 ? Ben vous avez 1 sur P plus 1 sur Q égale 2. Et j'ai oublié de dire que P, Q, R sont coincés entre 1 et l'infini, puisque je vous ai défini l'espace LP que dans cette bande. Donc on a 1 sur P plus 1 sur Q égale à 2, mais P et Q sont plus grands que 1, donc ça c'est plus petit que 1, ça c'est plus petit que 1, pour arriver à 2. Il faut que P et Q soient égaux à 1. Donc ça, alors ici c'était LP convolé avec LP', et là c'est L1 convolé avec L1. Donc ce cas-là aussi a déjà été vu. Bon, le troisième cas qu'on a déjà vu, c'est P égale 1. Donc par symétrie Q égale 1. À ce moment-là, on a 1 plus 1 sur Q égale 1 plus 1 sur R. Donc c'est Q égale R, respectivement P égale R. Et ça, c'est déjà vu. C'était Minkowski, L1 convolé à LP, on s'en voit dans LP. Puisqu'on en est au cas déjà vu, le cas P égale infini, à nouveau c'est symétrique, donc si Q égale infini, ça va être pareil. Là, si P égale infini, vous avez 1 sur Q égale 1 plus 1 sur R. Ce morceau-là est plus petit que 1, celui-là plus grand, donc la seule façon d'y arriver, c'est de prendre Q égale 1, R égale infini. Ça, ce n'est jamais autre chose que le cas 3. Donc, ces cas-là, on les a déjà démontrés, et c'est seulement les cas suivants qui nous intéressent. Alors, nous allons maintenant démontrer l'inégalité de Liouville. Alors, je vous rappelle ce qu'il s'agit de faire. Il s'agit de montrer que f, g convolé avec g dans R est plus petit que norme de f dans LP, norme de g dans LQ.
avec les conditions que R, P et Q soient tous entre 1 et l'infini, et 1 sur 1 plus 1 sur R est égal à 1 sur P plus 1 sur Q. Et il s'agit de montrer ça pour une classe dense de fonctions f, g, et j'avais pris la classe de Schwartz dans l'énoncé. C'est en fait un tout petit peu plus malin de prendre des fonctions qui soient continues seulement, mais à support compact. Qui continuent à une croissance rapide, ce qui serait du coup une classe plus grosse que la classe de Schwartz. Alors, le problème de ceci, c'est que c'est une quantité hautement non linéaire en R, puis R est égal à 3,5, on aurait ici une puissance 3,5 à la puissance 2 tiers, l'intégrale de puissance 3,5 à la puissance 2 tiers. Et ça, c'est extrêmement désagréable à manipuler, et donc c'est là qu'on va utiliser la dualité, c'est que l'intégrale de la norme LR de phi est égale au sup des intégrales de phi psi, où psi est dans LR', et le norme 1, où R et R' sont des exposants duaux. Donc on va mettre toute notre numérologie sur ce tableau-là, parce que tout va se jouer là-dessus. Donc on va résumer ici toutes les quantités et leurs relations. Donc, PQR sont entre 1 et l'infini, vérifie 1 plus 1 sur R égale 1 sur P plus 1 sur Q. 1 sur R plus 1 sur R' égale 1, et je vous rappelle que ça donne R' égale à R sur R moins 1. Puisque R n'est pas égal à 1. Bon, revenons à nos temps, et on veut donc montrer ceci. Donc on veut montrer que l'intégrale sur RD de f convolue avec g, qui est l'intégrale sur RD de f de t, g de x moins t, ça c'est f convolue avec g, et puisqu'on a des fonctions continues à support compact, la convolution est bien définie comme une intégrale, h de x de x est plus petit que la norme de f dans P, norme de g dans Q, et soit je prends ici mes psi de norme 1, soit je les prends dans LP, je divise par la norme de psi, et donc ici je fais apparaître une norme H'. Pourquoi? Soit H est 0, le membre de gauche est 0, il n'y a rien à faire, soit H n'est pas nul, et si je divise par la norme H, j'obtiens bien la fonction de norme. Bon, et pour cela, il suffit de faire une chose. Alors en fait, ici, j'aurais pu très bien mettre une valeur absolue ici, ce qui aurait mis une valeur absolue ici, et en mettant la valeur absolue à l'intérieur, et puis encore à l'intérieur, on réalise qu'il suffit de montrer que l'intégrale sur RD, l'intégrale sur RD, de valeur absolue de f de t, valeur absolue de g de x de t dt, valeur absolue de h de x dx est plus petit que l'intégrale, la norme de f dans P, norme de g dans Q,
norme de H dans R prime. Et si j'utilise le fait que la norme LP d'une fonction est égale à la norme LP de sa valeur absolue, je peux aussi mettre des valeurs absolues ici. En d'autres termes, il suffit de remplacer f, g, h par un module ou valeur absolue, module. En d'autres termes, de les supposer positifs. Et quel est l'avantage? Une fois que tout ceci est positif, on n'a plus besoin de s'inquiéter des conditions pour un truc fini, puisque tout est positif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que pour toute f, g, h continue à support compact et positive, et l'avantage, c'est sur la classe de Schwartz, c'est que quand on prend le module, on reste continue à support compact. Alors qu'en prenant un module, on détruit la régularité. Et donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de montrer qu'on a ceci, f de t, sans valeur absolue. Ce qui va être plus agréable, parce que on n'aura aucun mal défini et qu'il n'y a pas de valeur absolue à écrire, pourtant qu'on va forcément oublier un moment. Bon, et maintenant la suite, ça va être une application plutôt astucieuse de Hölder. On va écrire f1 de tx et f2 de tx, deux fonctions dont le produit va être ceci. Et l'astuce va consister à ne pas mettre de h dans f1 et à mettre un h dans f2. Alors évidemment, tel quel, c'est faux. Il faut que je prenne alpha ici, 1 moins alpha, bêta, 1 moins bêta. Et ensuite, je vais faire un Hölder avec un exposant R, donc LR, LR', et ça va me faire apparaître ma norme de H, LR'. Je vais donc avoir l'intégrale sur RD par RD de f de t g de x moins t dt de x va être plus petit que l'intégrale sur RD de f1 de tx à la puissance r, dt de x à la puissance 1 sur r, intégrale sur rd, de f2 de tx à la puissance r'. Notez que c'est des fonctions positives, donc je n'ai pas besoin d'inquiéter du sens consécutivence. C'est là que la positivité va être assez agréable aussi, avec la convention que 0 à la puissance n'importe quoi, ça fait 0. Et donc, j'en suis là, et ce terme-là, il va être facile à manipuler, il va me dire qui est alpha. Donc je vais écrire ça, I1 fois I2. Et I1 et donc l'intégrale sur RD croix RD
de f de t à la puissance alpha, g de t g de x moins t à la puissance bêta dt dx, tout ça à la puissance r, bêta r, et le tout à la puissance 1 sur r. Et ça, un petit coup de Fubini qui, encore une fois, tout est positif, donc j'ai parfaitement le droit de l'utiliser. Donc c'est f de t à la puissance alpha r, intégrale sur r de d, g de x moins t à la puissance bêta r, dx, dt, tout ça à la puissance 1 sur r. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable y égale x moins t, donc dx et dy, et qu'est-ce qu'on a? On a intégrale sur rd de g de y à la puissance bêta r. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir? On va prendre bêta r est égal à q, de telle sorte que ce qu'on fait apparaître ici, c'est une norme g dans LQ. À quelle puissance? Il manque un 1 sur Q, il y en a 1 sur R en haut, donc la puissance R sur Q. Et une fois qu'on a fait ça, ce terme-là ne dépend plus de t, il est sorti de l'intégrale. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une norme de f. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut une norme dans LP, donc il faut prendre alpha R égale à P. Et donc, ça va être une norme dans LP. À nouveau, la puissance c'est 1 sur R. On voudrait une puissance 1 sur P. Donc il faut la faire apparaître. Évidemment, je vais écrire. Et donc la puissance c'est P sur R. Voilà pour I1. Le terme I2 est plus subtil. Le terme I2 est plus subtil. Donc allons-y. I2, c'est l'intégrale sur RD de l'intégrale sur RD de F2 de Tx. F2 est encore ici. C'est f de t à la puissance 1 moins alpha. Et maintenant, alpha, c'est p sur r. Bêta, c'est q sur r. Et pour avoir le droit de faire ça, il ne faut pas que j'ai des puissances négatives. Alors, je vais revenir à mon tableau de numérologie et juste vous montrer que p sur r et q sur r sont bien compris entre 0 et 1. Alors P sur R et Q sur R sont très clairement positifs puisque tout le monde est positif. Et ensuite, supposez que P et Q soient, plutôt que 1 sur P et 1 sur Q, soient tous les deux plus petits que 1 sur R. Là, on aurait donc 1 sur P plus 1 sur Q plus petit que 1 sur P plus 1 sur R. Et donc, on aurait, mettons, on aurait ici quelque chose, puisque R est strictement plus grand que 1, ici on aurait quelque chose qui est strictement plus grand. Et donc, P sur R et Q sur R, il n'y a pas de choix. Ils doivent être plus petits que 1. 1 sur P et 1 sur Q doivent tous les deux être plus grands que 1 sur R, sinon vous ne pouvez pas avoir ceci. Et une fois que vous avez ça, vous avez aussi 1 moins P sur R et 1 moins Q sur R qui sont plus petits que 1. Et donc toutes les puissances ici sont positives. On est bien dans le cadre qu'on veut, on a même un peu mieux que l'égalité large. Je vais laisser ça. Donc maintenant on va s'occuper de F2. Donc, on a la puissance, ça, F2, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir F de t à la puissance 1 moins alpha R',
Et alpha, c'est P sur R. Donc on va voir f de t à la puissance 1 moins P sur R, R', G de x moins t à la puissance 1 moins bêta, donc 1 moins Q sur R à la puissance R', dt, et h de x à la puissance R', ça c'est dx. Je vous rappelle que f, g, h sont positifs. Et tout ça est élevé à la puissance 1 sur R'. Bon, et là, il n'y a pas tellement de choix, on va faire apparaître une norme de h dans LR', donc il n'y a plus de LR à faire, plutôt le LR trivial. La seule chose que vous pouvez faire, c'est sortir ce sup. Donc ça, c'est plus petit que le sup sur tous les x dans RB. On va avoir une puissance 1 sur R' de l'intégrale en t à la puissance 1 sur R' et norme de h dans R'. Donc lui, il est bon, et lui, qu'est-ce que c'est? C'est une convolution de f à la puissance 1 moins P sur R à la puissance R' qui est convolée avec G à la puissance 1 moins Q sur R' en norme infinie à la puissance 1 sur R'. H, R'. Et maintenant, on est dans le cas trivial de Guillaume. Il va bien falloir faire apparaître une norme de f dans LP et une norme de g dans LQ. Et pour ça, on va introduire un nouveau paramètre qui est S pour appliquer l'inégalité de Young. Donc on va prendre S avec 1 sur S plus 1 sur S' est égal à 1. À ce moment-là, on va avoir f à la puissance 1 moins P sur R, R' en norme S, G à la puissance 1 sur R', non pas, G à la puissance 1 moins Q sur R, R', en norme S' à la puissance 1 sur R', H, R'. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que ceci soit une norme P. Et donc, il faut que la puissance qui apparaisse ici soit une puissance Pm. Et donc, il nous faut 1 moins P sur R, R' fois S doit être égal à P. Ça, il n'y a pas le choix. Si on veut apparaître, si on veut voir apparaître une norme P. Et ce qu'on veut, plutôt ce qu'on doit vérifier ensuite, c'est que la puissance qui apparaît ici est la bonne. C'est-à-dire que la puissance va être 1 moins Q sur R, R' S' soit égal à Q. Ça, c'est déjà la première chose pour voir apparaître une norme Q. Et à ce moment-là, ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale de f à la puissance 1 moins P sur R, R', d'accord, qui va être égal à P. Le tout à la puissance 1 sur R', et ce qu'on veut, c'est donc ça va être une norme de f dans LP. À quelle puissance? À la puissance P sur R'. Et
pour la même raison, on va avoir une norme dans G dans Q, à supposer qu'on arrive à vérifier ceci dans Q sur R'S HR. Et qu'est-ce qu'on aura ensuite? On aura que la quantité ici, appelons-la I, qui est plus petit que I1 fois 2, et I1 est plus petit que la norme de F dans LP, à la puissance P sur R, plus cette puissance-là, qui est P sur R'S. G à la puissance Q, un peu plus petit, donc c'est F à la puissance P fois 1 plus R plus 1 sur R'S, G dans LQ à la puissance Q fois 1 sur R plus 1 sur prime ici, R prime S prime, H R prime. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ces puissances-là soient 1 et 1. Bon, il n'y a pas vraiment le choix, parce que sinon l'inégalité ne sera pas homogène. Mais on va quand même vérifier que tout se passe bien. Si l'inégalité n'est pas homogène, elle serait fausse. Donc ce qu'on veut, c'est que P soit 1 sur R plus 1 sur R plus S soit égal à 1, et Q soit 1 sur R plus 1 sur R prime S prime soit lui aussi. Donc ceci définit S, et ça, ce sont trois choses à vérifier. Bon, il nous reste donc maintenant à faire la numérologie, c'est-à-dire de vérifier que S définit comme ça, vérifier aussi les trois autres propriétés, ou que si on définit S comme ceci, ou S' comme ceci, alors 1 sur S plus 1 sur S' est égal à 1. C'est évidemment équivalent, puisque ça définit S'. Et donc si si S et S' sont définis comme ça, et bien ceci, c'est bon. Et pour cela, on va commencer par utiliser que R' c'est R sur R-1 pour réécrire la première. P égale S R sur R-1, 1 moins P sur R, comme étant, on met tout au même dénominateur, S R moins P sur R-1, ou encore S est égal à P R-1 sur R-P. Et ce S doit être plus grand que 1, et ça c'est évident maintenant, parce que ça c'est plus grand que 1, et on a R-1 qui est évidemment plus grand que R-P, puisque P est plus grand que R. Alors on va continuer à réécrire tout ceci. Puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment RP, etc. C'est 1 sur R, 1 sur P, 1 sur S. Donc on va réécrire tout ceci comme 1 sur S égale à 1 sur P, R moins P sur R moins 1. Et on met R et P en facteur. C'est donc 1 sur P fois P qui vont partir.
Et il nous reste donc 1 sur P moins 1 sur R sur 1 moins 1 sur R. RP en facteur en haut, R en facteur en bas. Ça vient, ceci, les P se simplifient, les R se simplifient. Et voilà. Et pour la même raison, 1 sur S', 1. Si on fait exactement le même calcul, si on regarde, la seule différence qu'il y a, c'est que P est remplacé par Q. Donc 1 sur S', c'est 1 sur Q moins 1 sur R sur 1 moins 1 sur R. Donc en premier lieu, 1 sur S plus 1 sur S', c'est déjà au même dénominateur. C'est 1 sur P plus 1 sur Q moins 2 sur R. Et 1 sur P plus 1 sur Q, c'est 1 sur 1 plus R moins 2 sur R. Donc c'est 1 moins 1 sur R sur 1 moins 1 sur R. Ça fait bien. Donc, en résumé, si S est défini comme ça, S' défini comme ça, ces deux choses-là vérifient bien sûr. Donc, première partie, tout va bien. Ici, on va recommencer. Il faut vérifier que P fois 1 sur R plus 1 sur R' S est égal à 1. Mais R'S, il est là. Donc ça, c'est P, 1 sur R, et R'S, 1 sur R'S, c'est 1 sur P, A moins P sur R. Est égal à cela. Bon, ben, on développe les parenthèses, ça fait P 1 sur R plus 1 sur P moins 1 sur P, P sur R, moins 1 sur R. Ça fait P sur P, ça fait 1. Donc ça, c'est vérifié. Et la dernière, ben, exactement pareil, c'est Q fois 1 sur R plus 1 sur R' S', et 1 sur R' S', il est là. Donc ça fait Q, 1 sur R, 1 sur R' S', c'est 1 sur Q, 1 moins Q sur R, et on fait le même développement. Ça fait Q, 1 sur R, plus 1 sur Q, moins 1 sur R, et ça fait 1. Et ça termine la démonstration de l'inégalité de Young. Alors, juste une dernière chose avant pour terminer ce chapitre. Attention, F convolé avec G n'est pas l'intégrale sur RD de F de T, G de X moins T de T, en général. Toujours si F est dans P, G est dans Q, avec 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 plus 1 sur R. Donc ce n'est pas ça si R est différent de 1 et je veux dire aussi si R est différent de l'infini. Si R est égal à l'infini, c'est bien ceci, c'est l'inégalité de Hölder qui vous dit que ceci, bien, cette intégrale a bien un sens. Et sinon, pour R égale 1, bah, c'est ce qu'on avait vu, cette intégrale-là, on va la absolue finie pour presque tout x, et donc on peut bien définir cette intégrale. Mais c'est plutôt quelque chose comme la chose suivante. Il faut prendre f k qui tend vers f dans LP, gk qui
tend vers G dans LQ, et ces fonctions-là doivent être dans un LP prime, par exemple. Alors, le mieux, est en fait, tel que je l'ai fait ici, de prendre celle-là dans LQ prime. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout simplement définir FK comme étant 1 f du petit que k, 1 x du petit que k, de f du x, et à ce moment-là, ça vérifie bien ceci, et f convolé avec g, puisque lui est dans LQ', ça c'est bien limite de l'intégrale sur x plus petit que k de 1 f plus petit que k de f de t g de x moins t et c'est une limite dans LR. Donc il y a une sous-suite, il existe une suite de KJ, une suite KJ qui tend vers l'infini, pour laquelle la limite est aussi presque partout, mais on n'a aucun contrôle sur cette suite. Bon, il y a d'autres façons de faire, on pourrait, si vous n'aimez pas ça, vous pourriez aussi prendre, par exemple, vous prenez FK, vous tronquez la fonction, et puis vous la convolez avec une sienne, ou n'importe quelle approximation de l'unité. Donc voilà d'autres façons de faire. On a à peu près autant que vous voulez. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que ceci n'a pas forcément de sens, alors que ceci peut en avoir.